Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le 3e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente s'est ouvert ce lundi à Niamey au Niger. Au menu des discussions, la coopération économique et des questions de défense et de sécurité. Au Mali, malgré la signature d'un accord de paix l'année dernière entre le gouvernement et les groupes armés, la situation est toujours tendue. À l'occasion du premier anniversaire marquant la signature de cette alliance, des combats ont eu lieu dans le nord du pays. Et puis ouverture ce lundi de la conférence internationale sur l'eau et le climat à Rabat au Maroc, avec pour thème la sécurité hydrique pour une justice climatique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus préparatoire de la COP22 qui se tiendra en novembre 2016 à Marrakech. Ouverture ce lundi du sommet du Conseil de l'Entente au Niger. Cette rencontre entre dirigeants ouest-africains sera consacrée aux questions de défense et de sécurité et au renforcement de la coopération sous-régionale. Les chefs d'État présents tentent de trouver les mécanismes pour une lutte plus efficace contre le terrorisme qui sévit dans la sous-région. Reportage de Sadou Alizé Mouktar, correspondant au Niger. Le sommet des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente s'est tenu ce lundi 11 juillet 2016 à Niamey dans la capitale nigérienne. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État des pays membres du Conseil ont entériné les décisions prises par la 9e réunion ordinaire des ministres. Ce sommet est une occasion pour les pays membres de consolider leurs efforts pour venir à bout du phénomène du terrorisme et du banditisme armé. Nous avons entrepris des initiatives visant à renforcer la coopération politique, la paix et la sécurité, devant les graves menaces qui se posent à nos pays dans ce domaine. À cet égard, et conformément aux instructions que nous avons données à nos ministres, une proposition de décision instituant une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières nous est soumise. Cette initiative est pertinente et conforme au contexte de notre sous-région. Les attentats survenus à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam, zones considérées comme étant très éloignées des théâtres d'opération, démontrent à l'évidence que le champ d'action du terrorisme n'a pas de limite. Le Conseil de l'Entente s'est illustré ces dernières années dans les domaines de l'hydraulique villageoise, de l'électrification rurale, de l'éducation et de la promotion de la culture et des sports. L'organisation est entrée dans une ère de maturité et d'accomplissement marquée par le fonctionnement régulier de ses organes, mais reste confrontée à d'énormes défis. Un autre défi auquel l'organisation est confrontée, dans un environnement difficile pour les États, est la question des ressources. À cet égard, des propositions innovantes vous sont faites pour assurer à moyen terme l'autonomie financière de l'institution, sa pérennité et immortaliser cette grande œuvre de solidarité et de fraternité qu'est le Conseil de l'Entente. Doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines fondée en mai 1959 sur les idéaux de solidarité et de paix, le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Actuellement, elle s'est élargie aux observateurs que sont la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali, représentés au sommet par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Signé le 15 mai 2015, l'accord de paix au Mali tarde à se concrétiser. Le représentant spécial de l'Organisation des Nations Unies pour le Mali, Mahamat Saleh Anadif, s'est exprimé à ce sujet. Selon lui, une mésentente entre le gouvernement et les mouvements armés serait à l'origine de ces difficultés. Marcel Maroun. Après le processus de paix enclenché en 2015, la situation tarde à s'apaiser au Mali. Lors du premier anniversaire marquant la signature de l'accord de paix, le 15 mai 2016, des accrochages ont éclaté dans le nord entre groupes armés, faisant 3 morts et un officier de l'armée assassiné. Des événements qui donnent un aperçu sur le retard que notent les observateurs dans la mise en œuvre du processus de paix. Un retard qui serait dû à des divergences entre gouvernements maliens et mouvements armés au nord. Le constat est que la mise en œuvre rencontre beaucoup de difficultés. Je ne vais pas dire de blocage, mais une certaine lenteur. Pourquoi la lenteur? Parce que une fois l'accord signé, le gouvernement
se précipite pour dire qu'il y a les éléments qui concernent les patrouilles, qui concernent les cantonnements, qui concernent l'intégration, la démobilisation, qui sont donc liés de façon générale à tout ce qui concerne la sécurité et la défense, sont prioritaires. Pour les mouvements armés du Nord, il est impensable d'aborder la question militaire, voire sécuritaire, sans avoir réglé au préalable celle politique. En effet, ces mouvements attendent du gouvernement que des promesses dans le domaine politique soient d'abord tenues, avant de lâcher prise. Pour les mouvements armés, ils veulent avoir des promesses et les dividendes avant de lâcher prise. Donc, il y a eu les retards de compréhension à ce niveau. Ensuite, il y a eu les retards au niveau de l'agenda pour certains mécanismes prévus, comme il est prévu par exemple la mise en place des autorités intérimaires. Alors, on est resté des mois durant, d'abord pour mettre un contenu aux autorités intérimaires, ensuite pour définir qui peut faire partie des autorités intérimaires et finalement quelles vont être les prérogatives de ces autorités intérimaires. Pour l'heure, les membres de la société civile malienne ont élaboré un chronogramme des activités d'observation, de veille, d'alerte et les outils de monitoring. Le but de cette action est de s'ancrer davantage dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Le Mali revoit à la hausse sa production d'or, annoncée à 50 tonnes au début de l'année. La production aurifère du Mali aurait atteint 70,2 tonnes en 2015. Ces nouveaux chiffres ont été annoncés par l'Institut national des statistiques. Cette hausse est le symbole d'une cohabitation entre la production artisanale et industrielle. Le Mali est le troisième plus grand producteur d'or sur le continent, après l'Afrique du Sud et le Ghana. Les secteurs comptent plus de 350 sites d'exploitation minière artisanale qui emploie plus d'1 million de personnes. Rabat abrite la conférence internationale sur l'eau et le climat, une rencontre préparatoire en vue de la COP22, conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, que le Royaume chérifien accueillera du 7 au 18 novembre 2016 à Marrakech. Les explications de Gladys Mwamba. La sécurité hydrique pour une justice climatique. C'est le thème de la conférence internationale sur l'eau et le climat qui se tient les 11 et 12 juillet 2016 à Rabat, au Maroc. Une rencontre organisée par le ministère marocain délégué chargé de l'eau, en partenariat avec le ministère de l'Environnement français et le Conseil mondial de l'eau. Un focus spécial doit être porté sur toute la région africaine. On en a parlé un peu à la COP21, mais ce n'était pas avec beaucoup d'insistance. C'est que les pays doivent ou devraient travailler avec des programmes. C'est-à-dire que le problème du climat ne doit pas être réglé d'un côté, puis le problème de l'eau de l'autre. Les deux problèmes doivent être résolus de manière simultanée, mais sous forme d'un ensemble de projets, mais pour un même but. Les problèmes d'eau et de climat doivent être résolus aussi dans le contexte d'une solidarité et d'une diplomatie inter-État. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du processus préparatoire de la COP22 qui se tiendra en novembre 2016 à Marrakech. Parmi les thématiques qui doivent être abordées lors de cette rencontre, il y a la vulnérabilité de l'eau au changement climatique ou encore l'alliance eau, énergie, sécurité alimentaire, santé et éducation. Le problème de l'eau, il n'est pas dissocié des problèmes d'énergie. Et quand on a fini de parler des problèmes d'eau et d'énergie, vous savez qu'on rentre dans la sécurité alimentaire. Après, nous abordons les questions de santé et d'éducation. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de programme, parce qu'à un moment donné, la COP22 aura une occasion, ça sera l'opportunité de pouvoir résoudre plusieurs problèmes qu'on a l'habitude d'utiliser de manière parcellaire, mais qu'on peut désormais résoudre de manière simultanée sur la base de grands programmes, mais qui vont nécessiter bien sûr la mise sur la table de grands financements, bien entendu. Cette table ronde vise à promouvoir les actions solidaires en faveur du climat sur le continent africain. En marge de cette rencontre, les projets pour lutter contre la pénurie d'eau en Afrique se multiplient. Le projet tunisien Eau 2050, relancé début juillet 2016, a reçu un don de plus de 1,3 million d'euros de la part de la Facilité africaine de l'eau, un investissement pour gérer l'eau de manière équitable, durable et efficiente.
L'Organisation mondiale de la santé lance une campagne contre la fièvre jaune en collaboration avec l'Angola et la République démocratique du Congo. L'OMS a pour objectif d'éradiquer cette épidémie présente sur le continent depuis les années 70. Idolette Mirabel Bissou et Jacques Amboka. À partir du mois d'août 2016, des campagnes de vaccination d'urgence contre la fièvre jaune seront lancées le long de la frontière entre l'Angola, la République démocratique du Congo et la capitale congolaise, Kinshasa. Pour rappel, la RDC a déclaré une épidémie de fièvre jaune dans 3 provinces au mois de juin 2016, y compris à Kinshasa, après avoir confirmé 67 cas et plus de 1000 autres cas suspects. 58 cas confirmés ont été importés d'Angola, où l'épidémie a commencé en 2015. C'est un vaccin qui sauve, c'est un vaccin qui protège. Et que par conséquent, se faire vacciner, c'est se faire protéger. En Angola voisin, il y a des centaines de personnes qui sont mortes à cause de la fièvre jaune. Donc je pense que le message que nous aurons à donner pendant toute cette période, c'est de pouvoir demander à notre population de se faire vacciner. Le gouvernement angolais et les organismes internationaux de santé ont vacciné plus de 2 millions de personnes, près de la moitié à Kinshasa, entre le 26 mai et le 4 juin 2016. Une vaste campagne de vaccination qui a engendré une pénurie de vaccins. Seules quelques doses sont encore disponibles en réserve dans la province du Congo central. Raison pour laquelle les virus hémorragiques transmis par les moustiques est une préoccupation majeure à Kinshasa, une ville d'environ 12 millions de personnes, avec un climat humide favorable aux insectes. Nous disons que l'OMS, depuis le début de cette épidémie, est aux côtés de la République démocratique du Congo dans cette lutte pour le contrôle de la fièvre jaune. Nous sommes présents aux côtés du gouvernement pour la surveillance épidémiologique. La pire épidémie de fièvre jaune au cours des dernières décennies a tué environ 345 personnes en Angola. Pour faire face à la pénurie des vaccins, l'OMS a recommandé l'utilisation d'un 5e de la dose standard des vaccins contre la fièvre jaune pour contenir l'épidémie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.